Merci de nous suivre sur Médéan TV Afrique. Bienvenue dans la Semaine africaine, votre émission hebdomadaire qui retrace l'essentiel des actualités qui se sont déroulées dans la semaine sur le continent africain. Business pour commencer, les travaux du Forum d'affaires Maroc-France ont eu lieu cette semaine à Dakhla, dans le sud du Maroc. Plus de 400 opérateurs économiques marocains, français et africains ont pris part à cet espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant entre les différents opérateurs économiques. Le potentiel de la région de Dakhla, Oued et Dab comme point d'entrée et hub vers l'Afrique a également été valorisé lors de cette rencontre. Ce rendez-vous de 2 jours placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI a connu la participation de 188 investisseurs. Parmi les personnes présentes à ce forum, Philippe Edernklan, directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, et Yann Jaratat, président de la région Dakhla Ouedad. Je vous propose de les écouter. Donc aujourd'hui, on a mobilisé 400 personnes, à peu près 400 personnes, 380 personnes sont arrivées avec nous, nous accompagnent. Donc je pense que c'est déjà un grand succès d'avoir tout ce monde-là ici présent. Et on veut accompagner la vision de Sa Majesté qui est de faire des provinces du sud du Maroc un hub sur l'Afrique subsaharienne et on est en train de s'y employer. Ce forum qui réellement reflète et atteste du nouveau développement qu'a connu ces régions. La région de Dakhla Oued Dab aujourd'hui est un point de rencontre, est un carrefour, est une plateforme de rencontre pour les investisseurs étrangers, français notamment, africains, nationaux, qui sont venus tous pour découvrir les potentialités de cette région. L'après-Brexit se prépare. Dans cette perspective, le Royaume-Uni s'accorde avec le Maroc. Les deux pays ont signé un accord d'association globale qui restitue l'ensemble des avantages entre Londres et Rabat dans le cadre de l'accord d'association Maroc-Union européenne. 3 instruments juridiques ont été aussi signés. Le récit de Noah Bazir. Des relations bilatérales renforcées entre le Maroc et le Royaume-Uni pour la période post-Brexit. Assurer la continuité des relations entre les deux pays, tel est l'objectif de l'accord d'association globale signé ce samedi à Londres. Cet accord maintient l'ensemble des avantages que s'accordaient les deux royaumes dans le cadre de l'accord d'association Maroc-Union européenne. Les deux parties ont par la suite procédé à la signature de 3 documents juridiques, parmi lesquels une déclaration politique et 2 accords sous forme d'échange de lettres, portant d'une part sur un mécanisme de règlement des différends et d'autre part sur l'accès au marché britannique de l'ensemble des produits marocains. L'ensemble de ces instruments juridiques traités par les deux parties permettent de circonscrire l'impact d'un Brexit tout en assurant une transition harmonieuse. À noter qu'en 2018, les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni ont dépassé 18,3 milliards de dirhams, soit un peu moins de 4% de l'ensemble des échanges de Rabat avec l'Union européenne. Au Nigeria, un nouveau bâtiment a été offert aux Nations Unies pour effacer les traces de l'attaque qui avait détruit le bureau de l'organisation internationale à Abuja. Un geste significatif de l'État nigérian. La cérémonie d'inauguration a eu lieu jeudi dans la capitale. Notre correspondant sur place, Ali Cabré, a assisté à l'événement. Regardez. Un bâtiment entièrement rénové, le personnel plein d'entrain qui accueille ses invités dans les nouveaux locaux du Bureau des Nations Unies à Abuja. Cérémonie sobre avec des représentants des Nations Unies et du gouvernement nigérian qui a tenu sa promesse de reconstruire l'immeuble aux frais de l'État. Avec la présence aussi du corps diplomatique et des institutions internationales, tout était en place pour faire oublier ces heures douloureuses de l'attaque du 26 août 2011. Je me sens très à l'aise ici et je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations avec la réfection du bâtiment. Je me sens donc bien, je suis en sécurité, j'ai des collègues merveilleux, je suis heureuse d'être ici. Quand on sait ce qui s'est passé ici il y a quelques années et qu'on voit les gens revenir et reprendre leur travail, on se sent rassuré et plus fort encore, cela donne une bonne image, ça représente vraiment les Nations Unies. L'attaque avait fait de nombreuses victimes tuées et blessées, semant ainsi le trouble et le désarroi. Mais le gouvernement et les responsables des Nations Unies y ont mis tous les efforts pour réussir à vaincre déjà dans les esprits l'hydre de la menace terroriste.
Le ministre de la capitale ainsi que le gouvernement fédéral tout entier ont reçu les félicitations pour avoir contribué à la reconstruction rapide du bâtiment qui avait été détruit lors de l'attentat à la bombe. Dans une perspective plus globale, c'est ici un témoignage de coopération et de paix mondiale. Pour moi, c'est avant tout un sentiment d'humilité vis-à-vis de mes collègues nigérians, ceux qui ont malheureusement perdu leur vie pendant l'attaque, mais aussi mes collègues qui ont survécu à l'attaque et qui aujourd'hui essayent encore de continuer à travailler normalement dans ce lieu symbolique. Mais en tout cas, la réouverture aujourd'hui, c'est avant tout un symbole de l'engagement renouvelé entre les Nations Unies et l'État du Nigeria vis-à-vis de la population nigériane. L'épreuve passée, la réfection de ce bâtiment ouvre une nouvelle ère de coopération plus solide et plus sereine pour les différents acteurs du système des Nations Unies au Nigeria. On ouvre une page consacrée à la lutte antiterroriste. Le continent africain a fait de véritables exploits dans le domaine cette semaine. D'abord au Maroc, l'opération du Bureau central d'investigation judiciaire a mis en échec un plan terroriste dangereux à travers le démantèlement vendredi dernier d'une cellule terroriste composée de 7 membres liés à Daesh s'activant dans la localité de Tamaris en banlieue de Casablanca, mais aussi Ouezane et Chefchaouen. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Les détails avec Noa Bazir. Nouveau coup de filet antiterroriste du PSIJ. Sur la base de renseignements précis, le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé une cellule terroriste composée de 7 membres liés au groupe terroriste Daesh. Ce vendredi, les forces de l'ordre ont mené simultanément plusieurs interventions dans la localité de Tamaris, banlieue de Casablanca, mais aussi plus au nord du pays, à Chefchaouen et à Ouezane. À Tamaris, l'opération menée par les forces de l'ordre a permis l'arrestation du chef de file de la cellule et de l'un de ses complices, ainsi que la perquisition d'un impressionnant arsenal. Fusils, pistolets automatiques, diverses munitions à armes blanches, produits chimiques, menottes, matériel de plongée, mais aussi des textes d'allégeance au groupe terroriste Daesh ont été trouvés. À Ouezane, la perquisition d'une maison louée par un des membres de cette cellule a aussi permis la saisie de matériel de randonnée, de talkie-walkies et de bien d'autres objets. Les membres de cette cellule planifiaient une série d'opérations terroristes visant des sites stratégiques en coordination avec des éléments étrangers. Les données préliminaires ont révélé l'intention de cette cellule de se rendre en zone montagneuse pour établir leur base arrière afin de proclamer une wilaya affiliée à Daesh. Les membres de ce groupe terroriste ont enregistré une vidéo dans laquelle ils prêtaient allégeance au leader de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, et menaçaient de commettre des opérations terroristes au Maroc. Les mises en cause ont été placées en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d'arrêter d'autres complices soupçonnés d'être impliqués dans cette cellule. Et les 7 membres de la cellule liée à Daesh qui a été démantelée auraient projeté de mener une opération terroriste de grande envergure. C'est ce qu'a affirmé cette semaine à Salé le directeur du BCIG, le Bureau central d'investigation judiciaire. Retour sur les premiers éléments de l'enquête avec Noa Bazir. Le PSIJ a déjoué une opération terroriste de grande envergure. Rappelons les faits. Vendredi dernier, une cellule terroriste s'activant dans la banlieue de Casablanca, Ouezane et Chefchaouen a été démantelée par le Bureau central d'investigation judiciaire. Suite à cette opération, des recherches approfondies ont permis de révéler le plan que cette cellule liée à Daesh projetait de mettre en place. L'objectif principal des individus arrêtés était de semer la psychose en visant des sites très sensibles pour la sécurité et l'économie du Maroc. Il s'agit d'une cellule terroriste composée de 7 membres liés à Daesh qui s'apprêtaient à commettre dans les plus brefs délais des actes terroristes visant des infrastructures sensibles et des sites stratégiques en coordination avec des éléments étrangers. Cette opération a permis la saisie d'un arsenal impressionnant composé entre autres de fusils, de 3 pistolets automatiques, des armes blanches, en plus du matériel de plongée. Les données préliminaires ont pu révéler l'intention du chef de file de la cellule démantelée, qui était en contact avec un expert en explosifs actif dans les rangs de Daesh, dans le but de mener des attentats à Casablanca et à se rendre par la suite en compagnie de ses complices
dans l'une des zones montagneuses situées dans la région de Ouazzane pour y établir leur base arrière dans la perspective de proclamer une wilaya affiliée à Daesh. Les services de sécurité ont révélé que l'impressionnant arsenal saisi confirme la particularité et le stade avancé de l'opération prévue par ce groupe terroriste. Lot d'armes à feu composées de 2 fusils, 3 pistolets automatiques, diverses munitions, ceintures pour cartouches, armes blanches de grande taille, mais aussi produits chimiques suspects pouvant entrer dans la fabrication d'explosifs. D'autre part, la saisie de matériel de plongée et de 2 arbalètes de pêche révèle que cette cellule prévoyait aussi d'emprunter des voies maritimes. Le chef de file de la cellule terroriste démantelée est entré en contact avec les dirigeants de Daesh via les réseaux sociaux. Il avait tenté de rejoindre à plusieurs reprises les rangs de Daesh au Sahel et a finalement été incité à mener des opérations terroristes au Maroc. Le PSIJ a donné les derniers chiffres des Marocains combattant pour Daesh qui demeurent une menace. Le nombre de combattants marocains ayant participé au conflit qui secoue la Syrie et l'Irak est de 1659 personnes, parmi lesquelles 1060 ont rejoint les rangs de Daesh, 260 parmi eux ont regagné le territoire marocain et ont été traduits en justice. Le démantèlement de cette cellule terroriste aura également permis de révéler la visite d'un émissaire de Daesh d'origine syrienne. L'identification de ce membre affilié au groupe terroriste reste en cours d'élaboration. Au cours de l'année 2019, les opérations anticipatives menées par le PSIJ ont permis de démanteler 12 autres cellules terroristes. La Côte d'Ivoire lance un projet de création d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Il a été officiellement présenté cette semaine. L'objectif est de créer une culture du contre-terrorisme dans la sous-région, suivant ce reportage de Mel Berchel et Hernan Delgo. La coopération de sécurité, de défense et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme reste un domaine prioritaire pour la Côte d'Ivoire. Lors du sommet UE-UA d'Abidjan en novembre 2017, les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont annoncé la création d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le projet de création de cette école régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme a été présenté officiellement en présence des diplomates des chancelleries accréditées en Côte d'Ivoire. Pour le gouvernement ivoirien, ce projet ambitieux a besoin du concours de tous les États afin de garantir la sécurité dans la sous-région. Il est clairement démontré que tout ce qui se passe sur un territoire, comme au Burkina, comme au Mali, comme au Niger, a à court, moyenne et longue échéance un impact sur l'économie globale, sur la paix globale, sur la stabilité de toutes nos nations. Donc ce n'est même pas un projet pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région ouest-africaine ou pour l'Afrique, c'est un projet pour le monde. Ce projet franco-ivoirien traduit la volonté forte de la France de soutenir les États africains dans la lutte contre le terrorisme. Pour l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, cette académie est déjà opérationnelle avec la formation des cadres. À partir de l'été prochain, ce sont les unités, ce qu'on appelle les forces spécialisées, qui pourront s'entraîner à Jacquesville. Donc tout ça, c'est majeur et ça aura des conséquences majeures sur l'efficacité de la réponse. Et ce d'autant qu'elle intègre la composante justice. C'est la seule académie de ce type dans le monde qui intègre une composante justice. Ce projet est d'un coût global de plus de 13 milliards de francs CFA, soit à quelques 20 millions d'euros, dont les travaux d'infrastructure débuteront au mois de novembre 2019, devraient offrir aux unités en stage des conditions d'entraînement et d'enseignement optimales. Nous arrivons maintenant à la page consacrée aux élections présidentielles en Afrique. En Algérie, 2 anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika ont déposé samedi leur dossier de candidature à la présidentielle du 12 décembre en Algérie. D'après l'agence de presse officielle APS, le mouvement de contestation refuse que l'élection présidentielle soit organisée par le pouvoir aux mains d'anciennes figures de 20 ans de présidence de Bouteflika. Les ex-premiers ministres
ministres en lice sont Ali Benfis, âgé de 75 ans, qui se présente depuis 15 ans comme le principal opposant du président déchu. Et de son côté, Abdelmajid Tebboune, 73 ans, a été haut fonctionnaire avant d'occuper ses premières fonctions ministérielles au début des années 1990. Passé ce cap, les candidats devront attendre le verdict de l'autorité nationale indépendante des élections. Un verdict attendu dans une dizaine de jours. Au total, 22 personnalités ont déposé leur candidature à la présidentielle. Faisal Metawi, le correspondant de Midi 1 à Alger, fait le point sur leur profit. Je vous propose de l'écouter. Parmi les candidats qui ont déposé leur dossier, l'annonce de la liste définitive se fera le 3 novembre prochain, parce que pour l'autorité nationale indépendante des élections, il s'agit de vérifier les formulaires de parrainage, 50 000 signatures pour chaque candidat. Parmi les candidats les plus visibles, disons, il y a Ali Benflis, l'ancien Premier ministre et actuel président du parti d'opposition par la Al-Hurriyat, qui était déjà candidat en 2004 et en 2014 contre l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Il y a aussi l'ancien Premier ministre Abdelmajid Tebboune, qui se présente pour la première fois à un mandat électif, pas avec son parti, le PLN, Front de Libération Nationale, mais en tant que candidat indépendant. Il y a aussi Abdelaziz Belhaïd qui était déjà candidat en 2014 et qui est chef du parti Jabhat al-Mustaqbal, disons un parti centriste. Et il y a aussi un nouveau venu dans la course électorale, par exemple Abdelkader Bengrina, qui est chef d'un parti islamiste, le mouvement Al-Bina, mais qui était ancien ministre du Tourisme. Il y a aussi Azdin Mehoubi, ex-ministre de la Culture, qui est aussi chef du RND, Rassemblement National Démocratique, pour ce parti qui a été toujours dans l'entourage du pouvoir, dans l'alliance présidentielle, l'ex-alliance présidentielle autour de Bouteflika depuis 20 ans. C'est la première fois qu'il y a un candidat en son nom à la course électorale. On reste au Maghreb, toujours en Algérie. Le CSA, la Confédération des syndicats algériens, a observé cette semaine une journée de grève. Dans son communiqué, le CSA, qui réunit 13 syndicats autonomes, a appelé au départ du Premier ministre algérien Noureddine Bedoui. Les précisions d'Ilham Berada. Le CSA, traduisait Confédération des syndicats algériens, observe ce lundi une journée de grève générale. Dans son communiqué, le CSA, qui réunit 13 syndicats autonomes, appelle au départ du Premier ministre algérien Noureddine Bedoui. Le CSA exprime, je cite, son refus des politiques du gouvernement illégitimes et dénonce l'exploitation de la situation politique instable pour faire passer les décisions et les lois qui compromettent l'avenir des générations futures. Fin de citation. Par ailleurs, le CSA apporte son soutien au mouvement de protestation et dit s'inscrire pleinement dans son renforcement et sa continuité jusqu'à la réalisation de ses revendications légitimes. Ce mouvement de grève vient s'ajouter à celui entamé par les magistrats. Les juges et procureurs algériens sont en grève illimitée depuis dimanche 27 octobre. Ils réclament l'indépendance de la justice et l'annulation du changement d'affectation de 3000 d'entre eux, soit les 3/4 des effectifs. Cette grève est un mouvement d'une ampleur inédite au sein de la magistrature en Algérie, pays théâtre depuis plus de 9 mois d'une protestation populaire contre le système politique en place depuis des décennies. Si la grève illimitée des magistrats perdure, elle risque d'entraver le processus électoral en cours dans le pays. Autre actualité marquante de la semaine, au Mozambique, le président sortant Philippe Nyusi a largement remporté la présidentielle du 15 octobre. Les résultats officiels ont été proclamés cette semaine. L'opposition dénonce des fraudes massives. Philippe Nyusi, 60 ans du parti au pouvoir Frélimo, est élu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a recueilli quelques 73% des voix contre 22% à son principal opposant, Ossoufou Momad de la Renamo. C'est le moment de revenir sur les temps forts de nos émissions de débat de la semaine. Ça se passe dans cette deuxième partie de l'émission.
Économie, le Maroc a gagné 7 places en un an seulement dans la 17e édition plutôt du classement de Doing Business 2020 établi par la Banque mondiale. Le Royaume se rapproche ainsi du top 50 de ce classement qui permet de mesurer l'attractivité d'un pays de par son environnement des affaires. Et cette semaine, Khadija Irsan a reçu sur le plateau de Média 1 TV Abdelatif Komat, le doyen de la faculté des sciences juridiques et sociales de l'Université de Casablanca. Il explique comment le Maroc est arrivé à ce score et quels sont les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui lui ont permis de gagner ces places. Regardez. En fait, rappelez que c'est un processus qui a commencé il y a une dizaine d'années. Le Maroc était classé 128e en 2010 et il est passé à la 53e place en 2020, ce qui fait que c'est un bond qualitatif qui s'est inscrit dans le temps. Donc c'est un processus. Alors si on compare le rapport de l'année dernière à celui de cette année, où on a gagné 7 places, donc en fait l'amélioration est liée essentiellement à l'amélioration des procédures administratives, donc, et puis également à l'aspect réglementaire, tout ce qui est loi, aspect juridique et organisationnel entourant l'entreprise, également à la simplification des procédures et à la numérisation des procédures. Là également, c'est un volet très important. Aujourd'hui, le digital joue un rôle très important dans l'accès de l'entreprise et du citoyen à l'information. Et puis également, il y a l'aspect technique des plateformes électroniques qui sont mises à la disposition de l'entreprise, l'accès à l'électricité, les permis de construire. Ces plateformes facilitent énormément aujourd'hui la tâche de l'entreprise pour accéder à la création et au fonctionnement dans des délais très respectables. Et puis culture pour cette troisième et dernière partie de la semaine africaine. La 12e édition du Festival de la culture soufie s'est terminée cette semaine autour d'une table ronde à Fès, au Maroc. Le thème de la rencontre, le projet de création d'une plateforme numérique de la culture soufie. Pour la clôture de ce festival de la culture soufie, les participants ont souligné que ce projet devrait couvrir un horizon plus large que le festival. Pour le président du festival, Fawzi Skali, ce projet vise à promouvoir la culture du soufisme dans toutes ses dimensions poétiques, littéraires et artistiques. Nous l'écoutons. La clôture de la 12e édition du Festival de Fès de la culture soufie, qui cette année a eu pour thématique la culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps. Et c'est un voyage et une expérience spirituelle en soi, parce que pendant 10 jours, nous voyageons à travers les tables rondes à la Bouanania, au Jnan Sbil, à Dar Batha. Nous voyageons aussi à travers les moments artistiques nombreux, des expositions, des concerts de musique, mais nous voyageons aussi dans un voyage spirituel avec les grandes confréries du soufisme marocaines, mais aussi en dehors du Maroc. Et donc en cela, nous approchons cette thématique pas simplement d'un point de vue intellectuel, mais je dirais presque d'un point de vue expérientiel, c'est-à-dire existentiel. C'est le fait de vivre et de s'intéresser à tout cela avec nos différentes expressions humaines, qu'elles soient notre sens artistique et d'esthétique et de beauté, que ce soit notre réflexion intellectuelle ou bien que ce soit notre quête spirituelle. Donc tout cela crée une conjugaison, une floraison d'expériences qui, je pense, nous permet d'approfondir davantage une thématique qui, je crois, répond à des besoins pressants par rapport à notre époque. Enfin, pour sa première édition en Afrique de l'Ouest, l'escale artistique marocaine Africaïna a séjourné à Dakar, la capitale sénégalaise. Objectif, multiplier les ponts d'échange des cultures urbaines entre les deux pays. Et c'est la Maison des cultures urbaines de Ouakam qui a acquis l'événement dénommé Dakar Casablanca Art Connexion. Régis Moukila et Christian Roland Camoni nous en disent plus dans ce reportage. Les murs de la Maison des cultures urbaines de Ouakam ont revêtu un nouveau décor. Des graffitis murales réalisés par des jeunes Sénégalais et Marocains dans le cadre du Dakar Casablanca Art Connexion. Un programme de rencontres itinérantes qui met en lumière les expériences marocaines et sénégalaises autour des métiers de la création.
On n'était pas dans une logique d'apprentissage, c'était juste de découverte et d'échange. Parce que ça, c'est très important. Ils ont travaillé ensemble au niveau des ateliers. Par exemple, en photo, on avait 15 jeunes. En vidéo aussi, 15 ou 20. En graphisme, par contre, c'était nombreux. Ils étaient 25. Sur le mural, ils étaient 8. Et sur le graffiti, ils étaient une douzaine. Donc, du coup, il y avait aussi un atelier avec les musiques du Maroc, avec Merdi Nassouli. La tête penchée sur leurs ordinateurs, Reda et Adam font partie de ces jeunes Marocains qui ont effectué le déplacement à Dakar. Amoureux de la street art, ils sont en train de finaliser la conception d'une figure géométrique avant de la matérialiser sur un mur. Ce sont des abstractions géométriques qui sont inspirées de l'art urbain et de l'architecture. Et mon pote Adam, il va faire un personnage de la bande dessinée qu'il a créé par lui-même. Des ateliers d'échange dans plusieurs disciplines ont été proposés par l'association marocaine Africaïna qui sert de pont culturel entre le Maroc et d'autres pays africains. Le bilan tiré par les organisateurs de l'événement est plutôt satisfaisant. Beaucoup de gens ont répondu présent, tous les ateliers étaient pratiquement pleins, les rencontres étaient pleines aussi, les gens sont curieux ici et il y a une communauté créative et d'artistes très riche et en ébullition. Et nous sommes très heureux aussi des liens qui ont été créés à travers cette semaine. Ces journées d'échange ont permis à certains acteurs dont les compétences et les pratiques relèvent de l'art de montrer leur savoir-faire. Le Sénégal espère à travers ces échanges inciter les autorités sénégalaises à valoriser davantage l'art urbain. Voilà ce qui referme cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Semaine africaine. Excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.